Par une soirée fatidique d'août 2000, un Airbus A320, transportant 134 personnes, venait d'exécuter une manœuvre de remise de gaz à l'aéroport international de Bahreïn. Suite à un avertissement de survitesse, le pilote a pris une décision qui s'est avérée désastreuse. L'avion s'est involontairement dirigé vers le sol. Pour comprendre toute l'ampleur de cette tragédie, nous devons plonger plus profondément dans les événements de ce jour-là. C'était le 23 août 2000, aux alentours de 19h30. Le vol 072 de Gulf Air était en route de l'aéroport international du Caire vers l'aéroport international de Bahreïn. L'appareil, un Airbus A320, était sous le commandement de 2 pilotes, assisté de 6 membres d'équipage de cabine, et transportait 135 passagers. Aux commandes se trouvait le commandant de bord, un homme de 37 ans, riche d'une grande expérience. Son carnet de vol attestait de 4 416 heures de vol au total, dont 1083 heures sur A320. Parmi ces heures sur A320, il avait servi comme copilote pendant 997 heures et comme commandant de bord pendant 86 heures. Sur ce vol particulier, il assumait le rôle de pilote aux commandes. À ses côtés, dans le cockpit, se trouvait le copilote, un nouveau venu relativement récent chez Gulf Air. À seulement 25 ans, il apportait 608 heures de vol total dans le poste de pilotage, dont 408 sur A320. Pour ce voyage, il servirait de pilote surveillant. La journée avait commencé de manière assez routinière. L'équipage est arrivé à la porte d'embarquement de l'aéroport international du Caire 25 minutes avant l'heure de départ prévue. Malgré un bref retard, ils ont réussi à décoller à 16h52, heure locale du Caire, mettant le cap sur ce qui aurait dû être un vol normal vers Bahreïn. Le trajet entre l'Égypte et Bahreïn était relativement court. À 19h21, l'avion descendait à travers 14 000 pieds, à environ 30 milles nautiques de l'aéroport international de Bahreïn. À ce moment crucial, ils ont reçu l'autorisation de navigation autonome vers la piste 12, avec pour instruction de descendre à 3500 pieds et de contacter l'approche de Bahreïn sur la fréquence 127,85. Lors de la relecture du commandant de bord, il demanda confirmation. « Confirmez que nous pouvons nous diriger vers la piste 12. » La réponse fut affirmative, leur accordant une approche directe vers la piste 12 à 3500 pieds. Le copilote régla alors la radio sur l'approche de Bahreïn et établit le contact. C'est à ce moment qu'une divergence surgit. L'enregistreur de voix du cockpit a capté le commandant de bord, demandant au copilote d'informer l'approche de Bahreïn qu'ils étaient autorisés à 7000 pieds. Le copilote s'exécuta, malgré leur autorisation précédente, à 3500 pieds. L'approche de Bahreïn corrigea rapidement cela, réitérant l'instruction de poursuivre la descente à 3500 pieds. Alors que l'équipage commençait à exécuter leur liste de vérification d'approche, l'approche de Bahreïn les contacta une fois de plus. Cette fois, ils reçurent l'instruction de continuer leur descente à 1500 pieds et de signaler quand ils seraient établis sur le VOR DME pour la piste 12. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la terminologie aéronautique, un VOR DME est une aide à la navigation cruciale. VOR signifie gamme omnidirectionnelle, à très haute fréquence, fournissant des informations de relèvement par rapport à sa position. DME, ou équipement de mesure de distance, offre la distance en milles jusqu'à ce point. Ensemble, ils permettent aux pilotes de voler selon un cap vers une balise généralement située sur l'axe de la piste, en utilisant la distance pour évaluer leur éloignement de la piste. Ils permettent aux pilotes de voler en direction d'une balise. Alors que le vol 072 poursuivait son approche,
L'équipage s'appuyait sur ses instruments pour les guider en toute sécurité vers l'aéroport international de Bahreïn. À 19h25, l'appareil se trouvait à 9 milles nautiques de la piste 12, volant à 1873 pieds au-dessus du sol à une vitesse de 313 nœuds. Le commandant de bord, apparemment confiant, déclara que la descente finale commencerait à 7 DME, Distance Measuring Equipment. À peine 20 secondes plus tard, la situation avait rapidement évolué. Désormais à 7,7 milles nautiques de la piste, l'avion était descendu à 1715 pieds et sa vitesse avait diminué à 272 nœuds. C'est à ce moment que le commandant de bord demanda aux copilotes de signaler leur position comme établie. L'approche de Bahreïn autorisa alors le vol 072 de Gulf Air pour l'approche VORDME vers la piste 12 et les transféra à la tour de Bahreïn. Le contrôleur de la tour les autorisa à atterrir. À ce moment-là, l'avion s'était rapproché à 5,2 milles nautiques de la piste, volant à 224 nœuds. L'approche continua de se dérouler rapidement. Le commandant demanda les volets en position 1, suivi peu après d'un ordre de sortir le train d'atterrissage. À 19h26, il annonça le contact visuel avec l'aérodrome et déconnecta à la fois le pilote automatique et le directeur de vol, optant pour un pilotage manuel. Alors qu'il descendait, sous les 1000 pieds, à seulement 2,9 milles nautiques de la piste et volant encore à 207 nœuds, le commandant fit une observation cruciale. « Nous devons être établis à 500 pieds. » Les volets 2 furent sélectionnés, mais l'approche continuait d'être difficile. À 19h27, la gravité de leur situation devint évidente. 2 fois en l'espace de 10 secondes, le commandant prononça ces mots de mauvais augure. « Nous n'allons pas y arriver. » Dans un moment décisif, il demanda au copilote de contacter la tour de Bahreïn et de demander une orbite de 360 degrés vers la gauche. Avec l'approbation accordée, l'avion entama son virage à gauche à environ 0,9 miles du seuil de piste, à une altitude de 584 pieds et une vitesse de 177 nœuds. Durant cette manœuvre, la configuration des volets passa de 2 à 3, puis finalement à plein volet en position 4. Le commandant demanda la checklist d'atterrissage, que le copilote compléta alors qu'ils approchaient de la fin de leur virage. Lorsque l'avion se stabilisa à l'horizontale, la tour de Bahreïn les autorisa de nouveau à atterrir sur la piste 12. Cependant, l'approche ne s'était pas améliorée. Les mots suivants du commandant furent révélateurs. « Nous l'avons dépassé. » Dans ce moment critique, il avance les manettes des gaz en position TOGA, Take Off, Go Around, et demanda au copilote d'informer la tour de Bahreïn de leur décision de remettre les gaz. La tour de Bahreïn, répondant à l'appel de remise de gaz, proposa des vecteurs radars pour une nouvelle approche. Le copilote accepta et ils reçurent l'instruction de monter à 2500 pieds sur un cap de 330 degrés. Alors que l'avion entamait sa montée, l'équipage ajusta la configuration, ramenant les volets en position 3 et rentrant le train d'atterrissage. Juste au moment où il franchissait 1054 pieds, à une vitesse de 191 nœuds et en passant au-dessus du seuil de piste, une nouvelle crise surgit. L'alarme principale retentit, indiquant une condition de survitesse des volets. La voix du copilote trancha la tension. « Vitesse au-dessus de la limite. » Dans les 2 secondes qui suivirent, une décision fut prise qui s'avérerait catastrophique. Le commandant poussa son manche latéral vers l'avant et le maintint ainsi pendant 11 secondes angoissantes. Les conséquences furent immédiates et graves. L'assiette en tangage de l'avion est passée de 5 degrés en cabré à un dangereux 15,5 degrés en piqué. Simultanément, la vitesse passa brusquement de 193 à 234 nœuds. Alors que l'avion descendait à travers 1004 pieds à 221 nœuds,
le système d'avertissement de proximité du sol s'activa. Un avertissement Sink Rate, taux de chute, fut rapidement suivi d'alertes répétitives Pull-up, remontée. Dans ces derniers instants, le commandant demanda « volet rentré » puis « volet complètement rentré ». La réponse du copilote 0 seraient les derniers mots enregistrés dans le cockpit. Tragiquement, le vol 072 de Gulf Air ne se rétablit jamais de ce plongeon. À seulement 3 milles nautiques de l'aéroport, l'avion s'abîma dans la mer. Les 143 âmes à bord, passagers et équipage confondus, périrent dans le crash. Comprendre pourquoi cette tragédie s'est produite est à la fois crucial et fascinant. Ce qui a commencé comme une procédure apparemment routinière s'est transformé en un événement catastrophique par la convergence de multiples facteurs. Les problèmes ont débuté lors de l'approche initiale vers l'aéroport international de Bahreïn. Bien que l'avion fût correctement établi sur le VOR, au repère d'approche finale, pratiquement tous les autres aspects de l'approche étaient loin d'être standards. La vitesse était de 223 nœuds, bien supérieure aux 136 nœuds requis. La position des volets était à la position 1 au lieu de 4 comme requis. L'altitude était de 1662 pieds, au-dessus des 1500 pieds prescrits. Ces écarts signifiaient que l'avion était trop rapide, trop haut, et dans une configuration inadaptée pour l'atterrissage. L'excès de vitesse empêchait le commandant de sélectionner les volets d'atterrissage complets, car cela aurait risqué de les faire dépasser leur limite de vitesse. Une explication possible de cette vitesse excessive pourrait remonter à une mauvaise communication antérieure. Le commandant avait apparemment cru qu'ils étaient autorisés à descendre à 7000 pieds, alors qu'en réalité, ils avaient été autorisés à 3500 pieds. Ce malentendu a pu amener le commandant à croire qu'il disposait de plus de temps pour réduire la vitesse avant une nouvelle descente. Malgré ces problèmes, le commandant a poursuivi l'approche, luttant avec la vitesse et la configuration tout au long. Les procédures opérationnelles standards de Gulf Air exigeaient que l'avion soit stabilisé à 500 pieds sur la trajectoire d'approche correcte et dans la configuration d'atterrissage appropriée. Cela signifiait qu'à 1700 mètres de la piste, l'avion aurait dû être à 500 pieds, train sorti, volet aux positions 4, et à une vitesse de 136 nœuds. Au lieu de cela, à ce stade, l'avion était à 722 pieds, volant à 198 nœuds, avec le train sorti, mais les volets seulement en position 2. Selon les procédures opérationnelles standards, cette approche non stabilisée aurait dû déclencher une remise de gaz immédiate et une procédure d'approche interrompue. La décision du commandant de poursuivre l'approche, plutôt que de remettre les gaz, a pu être influencée par une culture préoccupante au sein de Gulf Air à l'époque. Une perception régnait parmi les pilotes de la compagnie qu'une approche interrompue serait vue défavorablement par la direction opérationnelle. De plus, les pilotes devaient déposer un rapport de sécurité aérienne pour toute remise de gaz, détaillant les circonstances. Ces facteurs ont pu dissuader le commandant de faire le choix plus sûr d'avorter l'atterrissage. Au lieu de remettre les gaz, le commandant a opté pour une manœuvre orbitale non standard. Idéalement, une telle procédure pour réduire la vitesse et l'altitude aurait dû être effectuée avant le repère d'approche finale et au-dessus de l'altitude de sécurité. Cependant, cette orbite a été initiée à seulement 0,9 milles nautiques de la piste, à une altitude de 584 pieds et une vitesse de 177 nœuds. Durant cette manœuvre non conventionnelle, l'altitude de l'avion a fluctué de manière spectaculaire entre 965 et 332 pieds. Le commandant a utilisé un angle d'inclinaison plus prononcé que la norme, allant jusqu'à 36 degrés, soumettant l'avion à des forces allant jusqu'à 1,5 fois la gravité. Tout au long de cette phase critique, l'enregistreur de voix du cockpit a noté une absence manifeste d'annonce standard de la part du copilote concernant les paramètres de vol,
tels que la hauteur et la vitesse. Lorsque le commandant a finalement terminé le virage et réalisé qu'il allait dépasser la piste, il a initié une remise de gaz. Cependant, même cette procédure standard n'a pas été exécutée correctement. L'assiette encabrée de l'avion n'était que de 9 degrés, bien en deçà des 15 degrés standards. Cet angle de montée plus faible a permis à la vitesse de l'avion d'augmenter beaucoup plus rapidement que le commandant ne l'avait probablement anticipé. Les conditions nocturnes ont privé les pilotes de repères visuels cruciaux. L'avion volait trop vite et trop haut, et le commandant se trouvait maintenant à exécuter une remise de gaz non planifiée et non désirée. Bien que les approches interrompues soient des procédures standards, elles sont rarement pratiquées. Cette manœuvre inattendue, survenant à la suite d'une orbite non standard, a placé une charge cognitive supplémentaire sur les deux pilotes. L'assiette encabrée inférieure à la norme pendant la remise de gaz a conduit à un moment critique, le premier avertissement de survitesse des volets. C'est à ce moment que le commandant a réagi d'une manière qui semble contre-intuitive, en poussant le nez vers le bas au lieu de le relever. Pour comprendre cette action, nous devons considérer les facteurs psychologiques en jeu. Les deux pilotes souffraient probablement de désorientation spatiale, une condition dangereuse qui peut survenir lors d'un vol sans référence visuelle claire. L'orbite récente, avec ses forces G et ses angles d'inclinaison plus élevés que prévu, a pu perturber leur perception de l'assiette et du mouvement réel de l'avion. Les experts pensent que l'équipage subissait un type spécifique de désorientation spatiale connu sous le nom d'illusion somatographique. Ce phénomène se produit en l'absence de repères visuels, typiquement dans l'obscurité, lorsqu'une accélération rapide vers l'avant crée une puissante sensation de cabrage. On pense que le commandant, ressentant comme si le nez se cabrait de plus en plus, a poussé vers le bas pour tenter de corriger cette attitude perçue, mais inexistante, de nez haut. S'ajoutant à cette désorientation, il y avait probablement un cas de surcharge cognitive. Le commandant traitait simultanément de multiples alarmes d'avertissement, des alertes de proximité du sol, des communications du contrôle du trafic aérien et des interactions avec le copilote. Ce flot d'informations, combiné au stress de la situation, a pu submerger sa capacité à répondre de manière appropriée. La tragédie du vol 072 a conduit à plusieurs recommandations de sécurité importantes, en particulier au sein de Gulf Air. La compagnie a émis de nouvelles instructions de sécurité soulignant les procédures opérationnelles standards pour les vitesses en dessous du niveau de vol 100 et insistant sur l'importance des critères d'approche stabilisés. Ils ont révisé les procédures de manœuvre à vue près des aéroports et l'utilisation des directeurs de vol pendant les approches. Crucialement, Gulf Air a souligné à ses pilotes qu'aucune action disciplinaire ne serait prise contre les équipages qui choisissent de remettre les gaz, abordant ainsi le problème culturel qui aurait pu contribuer à la réticence du commandant à interrompre l'approche initiale. Il est important de noter que le but de l'analyse de cet incident n'est pas d'attribuer la faute au pilote. Il s'agit plutôt de comprendre et d'identifier les facteurs complexes qui peuvent conduire à de telles tragédies, dans l'espoir de prévenir des occurrences similaires à l'avenir. L'histoire du vol, Gulf Air 072, sert de rappel puissant de la nature complexe de la sécurité aérienne. Elle met en lumière l'interaction entre les compétences techniques, la prise de décision sous pression, la gestion des ressources de l'équipage et l'impact souvent sous-estimé des facteurs humains comme la désorientation spatiale et la surcharge cognitive. En réfléchissant aux leçons tirées du vol 072, nous sommes rappelés que la sécurité aérienne est un voyage continu d'amélioration, d'apprentissage et d'adaptation. Chaque incident, aussi tragique soit-il, fournit des informations précieuses qui contribuent à rendre le voyage aérien plus sûr pour tous. L'héritage du vol 072 de Gulf Air perdure dans les procédures améliorées, la formation renforcée et la sensibilisation accrue
qui ont émergé de cet événement dévastateur. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous soutenir pour que nous puissions vous proposer plus de vidéos. À la prochaine.